Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bonsoir. Né le 12 septembre 1937 à Léopoldville, Henri Lopez a tiré sa révérence le 2 novembre 2023 à Suresnes. Écrivain, homme politique, homme de lettres, homme de culture, diplomate congolais, aujourd'hui, nous lui rendons ce digne hommage avec, sur le plateau, trois professeurs, trois éminences grises qui vont témoigner de l'homme, qui vont témoigner de l'homme politique, qui vont témoigner de l'homme de lettres, qui vont témoigner de l'homme de culture. J'ai cité le professeur André Patient Bokiba. Bonjour, professeur. Bonjour. Le professeur Moukala Kadimandouzi. Bonjour, professeur. Bonjour. Et le professeur Atondi Momonjo. Bonjour, professeur. Merci, bonjour. Aujourd'hui, la simple évocation du nom Henri Lopez suscite beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments et beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui vont naturellement dans une direction totalement positive. Et vous avez connu l'homme. Vous avez fréquenté l'homme. Vous avez analysé même les textes de l'homme, de l'être qu'il est. Je ne dirais pas qu'il a été. L'artiste reste et demeure intemporel, atemporel. Professeur Atondi Momonjo Lekas, vous avez connu l'homme. Quelle vocation aujourd'hui, au moment où nous rendons cet hommage, ce digne hommage à Henri Lopez? Oui, j'ai fait la connaissance de M. Henri Lopez par l'intermédiaire d'un de ses proches amis, Delo Thomas, en 1965. Nous venions de terminer le premier congrès constitutif de l'UGEC et en me rendant chez Delo Thomas, j'ai fait la rencontre avec Lopez qui rentrait de France. Mais on avait déjà entendu parler de Henri Lopez. Son premier écho, c'était celui d'un poète. Il avait écrit un texte de resté célèbre du côté du Katanga en hommage à Patrice Emery Lumumba. Ensuite, je l'ai eu comme professeur à l'École normale supérieure. Il nous a fait l'initiation à la poésie africaine. Étant entendu que de l'enseignement supérieur à l'époque, on ne connaissait rien de la littérature africaine, on entendait parler de ses œuvres, mais on n'étudiait pas ses œuvres. Et c'est lui qui nous a fait cette initiation-là. Ensuite, nous avions eu de sa part une confession extraordinaire parce que quand il a été en classe devant les étudiants d'histoire et géographie, il a dit « je suis marxiste ». Nous sommes en 1965. Bon, c'était tout un programme. Il voulait se situer par rapport à l'idéologie régnante de l'époque. Mais ça ne pouvait pas surprendre parce que Lopez sortait de France, des rangs de l'AEC et de la FEANF, où l'idéologie du marxisme-léninisme était de mise et voulait donc rassurer les étudiants pour qu'on ne fasse pas de confusion sur ses prises de position. Il était marxiste. Nous avons eu avec lui une amitié plus littéraire et sincère parce que l'après-midi, il nous a introduit dans la connaissance de la littérature africaine, aussi bien celle qui était écrite en français qu'en anglais. Et c'est une des premières
initiative pour nous rappeler ce qu'était la négritude à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas cette polémique pour remettre en cause la négritude. On savait que c'était l'expression des écrivains noirs pour parler de leur personnalité, de leur culture, avec ses maîtres qui étaient Senghor, Léon Gontran Damas et Césaire. Donc Lopez, au niveau de l'enseignement supérieur au Congo, a été celui qui a introduit l'étude de la littérature africaine sur les bancs. D'accord. Bon, après, il a évolué vers des fonctions plus politiques parce qu'en fait, il n'a travaillé qu'un an à l'école normale supérieure avant d'être hissé à la tête de la direction générale de l'enseignement. Merci. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, professeur Ateli Moumondjo Lekas. Et pour André Passion Bokiba, Henri Lopez représente le prototype d'une génération d'élite auquel vous voulez bien ressembler, professeur André Passion Bokiba. Oui, Henri Lopez représente, pour moi et pour des élèves et des étudiants de notre génération, le prototype d'une génération qui nous a fait rêver. Alors si on considère l'histoire de notre pays, il y a d'abord l'élite qui est apparue, l'élite dévoluée, mais peut-être un peu plus, qui est apparue sur la scène politique nationale et sur la scène de la politique de l'Union française après la guerre, dans le processus d'accession à l'indépendance, dans laquelle on trouve des personnalités du genre Chikaya, Opango, les Kikungangot, l'abbé Fulbert Yulou. Donc, après cette catégorie de Congolais, après cette élite qui était souvent constituée de cadres moyens, eh bien, il y a eu cette génération de jeunes gens qui ont été à l'école française, qui ont fait leurs études dans l'université française et qui représentaient pour nous des modèles auxquels nous rêvions de ressembler. Et Lopez fait partie de ces modèles-là, surtout après la révolution des 13, 14, 15 août 1963. Tous ces jeunes gens qui sont apparus sur la scène de la gouvernance nationale, du genre, je pourrais citer Paul Kaya, Edouard Ebouka Babakas, Bernard Galiba, je pourrais en citer d'autres. C'est à ceux-là que nous rêvions de ressembler. Et Lopez fait partie justement de cette génération-là. Des gens qui brillaient par la maîtrise du savoir et de la culture du blanc, la culture et le savoir, la culture française, et nous rêvions d'être comme eux. Alors, c'est d'abord cela Lopez, cela veut dire tout un processus. Nos rapports au savoir, nos projets d'études, nos projets de vie étaient calqués sur le projet de vie de ces aînés-là. Ensuite, bien entendu, chacun pouvait orienter sa propre carrière dans le sens de ses vœux personnels, mais Lopez représente pour nous celui dont le parcours a consisté à nous montrer le chemin. Et pour nous, c'était des hommes et des femmes, je dis des femmes parce qu'il y avait tout de même là-dedans une femme d'une notoriété tout à fait reconnue, Mambo Emeniali également, la première bachelière congolaise, eh bien, qui constituait pour nous des modèles. Et ça, c'est important, d'avoir des modèles dans la société. Pour nous, nous avons été guidés par ces modèles-là.
D'accord, merci. Alors, professeur, vous parlez d'un rêve. À cette époque, vous regardez tout ce monde, cette élite-là, donc mentionnez cette génération, vous la regardez d'en haut. Et chemin faisant, vous avez, n'est-ce pas, escaladé finalement toutes ces étapes vous-même. Et vous êtes arrivé dans le cercle qui a longtemps côtoyé Henri Lopez. À ce moment, je n'ai pas eu Quel l'occasion regard, de finalement côtoyer Henri Lopez parce que j'ai fait mes études Je suis quand même resté pendant un certain temps en France pour faire mes études supérieures, jusqu'à la thèse. De temps que je pourrais dire que Lopez, directeur général de l'enseignement ou ministre, dans ses fonctions, eh bien, m'avait tout simplement supprimé ma bourse parce qu'il souhaitait que je rentre me mettre à la disposition du pays. Donc je suis resté, disons, assez longtemps hors du pays pour avoir rencontré Lopez et en tant qu'homme d'État, je ne l'ai pas rencontré, mais ensuite j'ai pris connaissance de son œuvre et ça n'est que par la suite que je suis entré en contact à travers son œuvre. Dans ses fonctions ultérieures, je suis entré en contact avec cette personnalité qui était tout à fait attachante et d'un abord d'une simplicité. Son poème du côté du Katanga, j'étais encore un jeune assistant à Lubumbashi. Je parcourais une anthologie qui était consacrée, je ne sais plus, c'était aux auteurs, c'était une somme de poésie, je crois que c'était ça le titre, publié par Présence africaine, ou dans l'anthologie de Jean-Baptiste Latiloutar, je ne sais plus, mais c'est ce poème-là qui m'a fait découvrir Lopez. Lopez en tant que créateur. J'ai lu le texte et j'ai eu le sentiment qu'il y avait un talent qui était caché, qu'il y avait un talent, quelqu'un qui avait beaucoup de choses à dire et qui allait produire une œuvre importante. Mais c'était des impressions de l'époque. Il n'avait encore rien publié en dehors de ce poème-là. Ce n'est même pas un recueil de poèmes, mais un poème. Oui, un poème. Et plus tard, quand je suis allé en France, j'ai eu à le rencontrer dans des circonstances assez particulières. Il était à l'UNESCO. Moi, j'étais à Présence africaine, directeur littéraire à Présence africaine. Et un jour, la patronne, c'est-à-dire Madame Diop, qui était directrice générale de Présence africaine, me présente un manuscrit. Et il me dit, mais regardez un peu ce manuscrit, regardez-le, essayez de lire, on l'a rejeté partout. Lopez est allé chez tous les éditeurs et ce manuscrit a été rejeté. Personne n'en voulait. Et il est venu me voir, me disait donc la directrice générale, il est venu me voir pour savoir si Présence africaine pouvait le publier. Alors je regarde le manuscrit et je vois le titre « Le pleurer rire ». Moi je dis mais c'est curieux, comme titre, ça m'a tout de suite intéressé. Et j'ai dit à Madame Diop, je prends le manuscrit, je vais le lire et je donnerai la réponse le lendemain. Et je suis allé chez moi avec le manuscrit. C'était un gros manuscrit. Je me suis enfermé ces jours-là dans ma chambre jusqu'au matin. J'ai lu Le pleurer rire et j'étais ébloui. J'étais ébloui et heureux en même temps qu'en Afrique centrale, on puisse écrire des œuvres de telle qualité. Et le lendemain, je vois Madame Diop à 9h, elle m'avait dit 9h, on va discuter de ça. À 9h, j'étais à son bureau. Je dis, mais Madame Diop, ça c'est une grande œuvre. Il ne faut pas tenir compte des avis des éditeurs français. Ça c'est une grande œuvre, ça sera un grand livre qui aura beaucoup de succès, qui sera traduit partout dans le monde. Et Madame Diop réagit, mais oui, mais vous êtes toujours comme ça. Vous appréciez quelquefois des choses qui n'en valent pas la peine. Et je dis à Madame Diop, vous savez, je peux me tromper sur tout, sauf en littérature. J'étais prétentieux. Hein, à l'époque, c'est ce que je pensais. Hein. Je peux me tromper sur tout ce que vous voulez, mais sauf en littérature. Ouais. Et je vous dis que c'est une grande œuvre
il faut qu'on la publie. Et on devait aller à Mexico au congrès du livre. Je devais y aller avec Madame Diop. Je devais accompagner Madame Diop. Et j'ai dit à Madame Diop, j'ai dit à Lopez que ce livre va paraître avant le congrès. Ah oui. Et le congrès, c'était dans un mois, c'est-à-dire 30 jours après. C'était vraiment une gageure. Elle me dit, mais on ne peut pas faire ça. J'ai dit, faisons-le. C'est une grande œuvre, c'est un grand livre. Vous allez voir, ça va marcher. Et puis, bon. Elle a hésité. J'ai demandé au chef du service de fabrication. J'ai pris mes responsabilités. Comme j'étais directeur littéraire, j'ai dit au chef de fabrication, du service de fabrication de s'occuper du livre, c'est-à-dire de l'envoyer à l'imprimerie. Mais avant cela, j'ai appelé Lopez. Je lui ai demandé un rendez-vous. C'était un grand patron à l'UNESCO. J'ai dit, voilà, j'ai lu votre manuscrit. Est-ce qu'on ne peut pas se voir? Parce qu'il y a des petites choses qu'il faudra absolument... Il m'a dit, venez, venez demain. Je devais y aller le lendemain à 8h30. Alors que le travail commençait à Paris à l'époque à 9h. Maintenant, je ne sais pas, mais c'était à 8h30. Et à 8h30, j'étais à l'UNESCO. Il me reçoit. Il me parlait toujours en lingala. Il me reçoit, on échange quelques mots en lingala, et puis il dit, bon, mais on va travailler. Il ferme son bureau à clé, il ne faut pas qu'on le dérange. On est resté là jusqu'à 13h. On a lu, relu, discuté chaque mot, chaque phrase. Il était souvent d'accord avec moi, et quand il n'était pas d'accord, il me dit, non, non, mais ça, on peut garder comme ça, c'est pour traduire ce que je vais dire. Parce que dans le pleurer rire, il y a des formules, il y a des tournures qui n'ont rien à voir avec le français classique. Naturellement. Alors il me dit non, ça c'est pour traduire ce que je ressens au plus profond de moi. Donc je maintiens. Moi je dis bon d'accord, on a continué comme ça, 13h on avait fini. Et je lui dis en quittant son bureau, je vous donne ma parole, ce livre va sortir avant le congrès. Il dit bon mais on va voir. Et je suis allé faire pression à Madame Diop pour que le livre, le manuscrit, retravaillé avec Lopez, soit envoyé à l'imprimerie. Ça a été fait. Et le livre est sorti des presses au moment où nous devions prendre l'avion, Madame Diop et moi, pour aller à Mexico. Donc le livre est arrivé à 18h, parce que les imprimeries sont en province, à 18h, on devait prendre l'avion, je crois, 21h ou 22h. Et j'arrive à Mexico, je cherche à voir Lopez, et finalement je le vois parce que c'est un grand personnage de l'UNESCO, donc on ne le voit pas comme ça. Et finalement, on m'annonce, il accepte de me recevoir. Je lui dis, mais ce n'est pas pour vous déranger, voilà. J'ai pris des phrases tout à fait... il dit, mais voilà. Il sursaute, il dit, mais ça, c'est le livre. Je dis, mais je vous avais promis. Voilà, le livre est là. Il était heureux comme un enfant. Vraiment heureux. Il se levait, c'était un bantou. Il m'a enlacé, on s'est embrassé. Il n'en revenait pas, il ne croyait pas. Moi, je dis, bon, mais voilà, le livre est là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pendant 2 mois, 3 mois, les 3 premiers mois, quand un livre sort, il n'a pas tout de suite de succès. Pendant les 3 premiers mois, à partir de la sortie du livre, personne ne s'intéressait au livre, personne, rien dans la presse, tout ça. Et Madame Diop, chaque jour, me disait, mais vous voyez, chaque fois, vous voyez. Moi, je dis, non, je ne vois rien, mais vous allez voir, c'est un livre qui aura beaucoup de succès. Bien sûr. Beaucoup de succès. Et nous sommes rentrés à Paris. C'est Lopez lui-même qui achetait ses livres. Chaque jour, il venait, il achetait 2 ou 3, ou un peu plus. Il offrait. Au bout de 3 mois, c'était un boom général. C'est-à-dire des traductions. La presse parlait de ce livre-là, des traductions un peu partout aux États-Unis. Et voilà le destin
du pleurer rire. Et jusqu'aujourd'hui, je crois que le pleurer rire est parmi les livres, j'allais dire congolais, africain le plus lu, le plus intéressant, sur lequel on a beaucoup écrit et on a fait beaucoup de travaux. Voilà, ma première réaction serait celle-là. Voilà. Je mentionnerai que Henri Lopez est auteur d'une douzaine d'ouvrages, et donc dont un recueil de romans et un recueil de nouvelles. Et donc je vais me faire ce devoir de les citer. Nous avons en 1971 Tribalique, qui est un recueil de nouvelles. En 1976, La Nouvelle Romance, qui est un roman. En 1977, Sans Tam Tam, roman. 82, Le Pleurer Rire, et c'est donc ces livres dont vous venez de faire mention. 90, Le Chercheur d'Afrique. 92, Sur l'autre rive, un roman également. 97, Le Lys et le Flamboyant. 2002, Dossier classé. 2003, Ma grand-mère bantou et mes ancêtres gaulois. 2012, Une enfant de Poto-Poto, roman. 2015, Le Méridional. 2018, Il est déjà demain, qui est un récit. Voilà. Il faut mentionner que Ma grand-mère bantou, c'est un essai. Ce n'est pas un roman, c'est un essai. Voilà. Et là, donc, vous venez de faire mention du pleurer rire qui paraît en 82. Et l'on sait qu'entre-temps, il y a Tribalique aussi. Est-ce qu'en lisant, lorsque vous avez reçu le manuscrit du pleurer rire, vous avez en amont lu Tribalique, qui avait connu déjà, on sait, qui est aussi récipiendaire et des grands prix. Je lisais tout, hein, tout ce que les Africains publiaient, voilà. Que je pouvais avoir sous la main, je lisais tout. Mais dans toute la littérature, la production littéraire, soit romanesque ou autre, ce livre-là m'a paru particulier. Le pleurer rire, assez particulier. Et c'est ça qui a fait que j'ai dû forcer Madame Diop, parce qu'elle n'y croyait pas, à l'éditer. Elle n'en voulait pas, puisque les autres éditeurs français n'en voulaient pas, et ils disaient que c'est baroque. Baroque. Moi je dis, mais baroque, qu'est-ce que ça signifie? C'est baroque. Presque toutes les notes de lecture que font les éditeurs, c'était les mêmes reproches, enfin, c'est pas si c'était un reproche, le même propos qui était tenu, c'est baroque, c'est plein d'obscénité. Ce qui gênait Madame Diop, c'était ça, parce qu'on a dit que c'était plein d'obscénité. Donc pour elle, avec sa délicatesse... Il y a une absence de pudeur. Oui, voilà. Enfin, c'est le mot qui était utilisé, c'est ça. Alors il a fallu vraiment peser que je pèse de tout mon poids pour qu'elle puisse accepter de l'éditer, et ça a été fait. Le livre a eu beaucoup de succès. Alors, ce que j'ai trouvé depuis lors, donc depuis la parution de ce livre-là, Le Pleurer, il y a eu de relations assez solides qui sont tissées entre Lopez et moi. Il m'a fait de propositions intéressantes, par exemple être consultant à l'UNESCO pour la mise en place du CICIBA, Centre international de civilisation bantou. C'est moi qui l'avais choisi. Et c'est moi il m'avait demandé d'aller à Libreville, mettre en place ce centre-là. C'est ce que j'ai fait, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, parce que ça me permettait d'avoir une plus grande ouverture. Donc c'est un peu ça. C'est un homme d'une grande générosité, un homme d'une grande ouverture d'esprit et en même temps quelqu'un qui aime profondément son pays. Son pays, les Africains. Quand on dit son pays, c'est pas seulement le Congo, Brazzaville, mais c'est l'espace congolais, ce qu'on appelle le bassin aujourd'hui. Le bassin du Congo. C'est tout ça et les autres. Il était très attaché à cette terre-mère. Oui, à cette terre-mère, et il en parlait beaucoup, et puis il a beaucoup écrit parce que toute son œuvre, c'est autour du Congo. Oui. Même quand il s'agit de personnages qui viennent d'ailleurs, antillais ou autres, mais tournent autour du Congo. Oui. C'est vraiment une écriture d'enracinement, comme nous avons dit quelque part au cours d'un colloque. C'est vraiment une écriture d'enracinement. Il s'est enraciné dans sa terre, tout ça. Même s'il est devenu, un peu plus tard, le porte-parole d'un certain métissage
d'un certain métissage, parce que quand on parle de métissage, on voit un mélange, mais son métissage à lui part de quelque part, d'un certain ancrage dans sa terre natale et d'une certaine ouverture. Et c'était un homme, je dirais, exceptionnel. Voilà. Nous reviendrons sur le métissage, professeur Mokalakadi Mazouji. J'aimerais bien m'intéresser finalement à ce phénomène qui s'est passé, en fait, qui s'est réalisé. Lorsque vous parlez, vous dites pendant 3 mois, avec l'apparition de Pleurer et Rire, il y a un mutisme total. Ça ne bouge pas. Et au-delà de 3 mois, il y a un boom, n'est-ce pas, qui se produit. Et comment vous justifiez ce boom? Comment vous justifiez ce succès finalement qui est intervenu autour de cet ouvrage? Quels ont été les déclencheurs selon vous? Professeur André Boukiba aussi, certainement. Ce que l'on attend d'un ouvrage littéraire, c'est qu'il apporte quelque chose de neuf, c'est qu'il apporte quelque chose de nouveau. Et effectivement, dans la peinture des personnages que l'on retrouve dans Le Pleurer et Rire, ce personnage ubuesque qu'on trouve dans Le Pleurer et Rire, dans ce texte qui est un texte qui appartient à ce qu'on appelle la phase de la désillusion finalement de l'écriture francophone africaine, eh bien, tout ça, c'était quelque chose de relativement nouveau, mais lui, il peignait cela d'une manière tout à fait particulière, avec le rapport d'abord à la langue, le rapport à la mise à nu d'un certain nombre d'excentricités de nos gouvernants. Et puis, il y a un autre aspect, vous savez, on ne peut pas, écrivant Le Pleurer et Rire, Lopez avait déjà écrit un certain nombre de textes, un certain nombre de romans. Vous avez cité le recueil de nouvelles tribaliques, Sans Tam Tam, La Nouvelle Romance. Bien, on ne peut pas ne pas arriver à un livre comme celui-là sans avoir une vision de la littérature. Et ça, c'est un aspect qui a été un aspect important de la création littéraire chez Henri Lopez. C'est-à-dire, au fond, ce que l'on appelle l'art poétique de Lopez. Comment Lopez conçoit-il la littérature? Vous voyez? Et cela est important. Pourquoi? Henri Lopez s'est déclaré marxiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela peut vouloir dire qu'en littérature, eh bien, on va mettre la création littéraire au service d'une idéologie. Eh bien non. Eh bien non, justement. Lopez a souvent brocardé une certaine littérature, j'allais dire oyé, qui était très attachée à la propagation d'une idéologie. Il était profondément attaché à la liberté de l'écrivain, à la liberté de l'univers même de la création de l'écrivain. C'est pour ça que, pour revenir au Pleurer et Rire, ma foi, vous trouvez, avant le texte, dans une espèce de préface, dans la note du censeur, eh bien, une critique d'un certain réalisme socialiste qui consisterait à écrire des livres presque à la commande de l'idéologie. Et cela, la liberté de l'écrivain, Lopez y tenait beaucoup. Il était l'acteur, l'homme d'État d'un régime, disons-le, marxiste à un moment donné, et puis on lui a souvent posé la question de cette conciliation entre sa dimension intellectuelle, c'était quand même une dimension intellectuelle qui était celle d'un homme libre, et son embrigadement dans une idéologie qui pouvait supposer que, ma foi, qu'il était à la solde d'une certaine tendance idéologique dans sa création littéraire. D'abord, en ce qui concerne son rapport avec l'idéologie marxiste, elle a régulièrement évolué. En ce qui concerne, par exemple, son rapport avec la négritude, ce rapport a régulièrement évolué également. Bon, on peut comprendre que, sollicitant, en posant sa candidature au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie, qu'il ait pu mettre beaucoup d'eau dans son vin par rapport à la négritude. Mais Lopez a constamment soutenu la liberté de l'écrivain, la liberté de l'acte créateur. Vous savez que c'est une formule qui a été celle de Tati en ce qui concerne la littérature engagée.
la littérature ne doit pas être engagée, mais elle doit être engageante. On retrouve, cette formule a été également reprise par Sonny Labotancy. Je la trouve également dans la bouche d'Henri Lopez, dans une interview qu'il a donnée. C'est que c'était comme quelque chose de fondamental pour les écrivains congolais. Il ne s'agissait pas d'écrire des textes, de mettre en place une création en direction de l'idéologie officielle. Il s'agissait tout simplement d'être un bon écrivain. Et dans toute la fratrie de la création des écrivains congolais, ça a été comme un leitmotiv qui faisait de telle sorte que, ma foi, on n'écrivait pas à la commande. Chacun avait son inspiration. Mais ce qui est central, comme a dit le professeur Mokala Kadimanzuji, c'était l'amour du pays. L'amour du pays. J'ai encore lu une introduction qu'il a faite, je crois, pour le Sans Tam Tam. Il dit: le pays dont il s'agit, tout le reste est imaginaire, mais le pays dont il s'agit, c'est le mien. Vous voyez, c'est le mien. Et ça, c'est une dimension tout à fait centrale. Je dois dire qu'en ce qui concerne l'approche, il était d'une approche tout à fait aisée. Quand mon ami, le professeur Mokala Kadimanzuji, et moi, nous avons conçu le projet, un projet d'inventaire des littératures écrites en langue africaine, je suis allé le voir, il était à l'UNESCO, il m'a ouvert sa porte, il était tout à fait enchanté de ce que je lui parle de ce projet. Il avait trouvé tout à fait fécond. Malheureusement, bon, on n'a pas pu le mener à bon terme, mais c'était ça aussi Lopez. Cette disponibilité à accueillir le discours de l'autre, à le recevoir, à discuter avec lui, c'était ça aussi Lopez. Il ne vous écrasait pas du prestige de sa fonction, il vous recevait très très simplement. Il était d'un abord tout à fait facile, tout à fait aisé, tout à fait généreux. Voilà. Je reviens avec le professeur Mokala Kadimanzuji. Certainement que vous allez embrayer justement avec l'élément de réponse du professeur André Passion-Bokiba. Mais je m'intéresserai à quelque chose, professeur Mokala Kadimanzuji. Vous avez mentionné, lorsque vous avez reçu le manuscrit du Pleurer Rire, cette réaction que vous avez eue, cette phrase que vous venez juste de mettre à peine, où vous dites: ah ben tiens, je ne pensais pas qu'en Afrique centrale, qu'il y avait aussi cette dimension d'écriture. Alors que vous avez lu L'Homme en amont, vous avez bien dit que vous lisez tout ce qui paraissait à cette époque. Donc vous avez lu Tribalique, vous avez lu Son Tam Tam, vous avez lu la Nouvelle Romance. J'ai toujours ce sentiment qu'il y a une cassure, qu'il y a une rupture lorsqu'on lit Le Pleurer Rire des autres écrits d'Henri Lopez. N'est-ce pas cette dimension, n'est-ce pas ce gain qui vous a poussé à émettre cette réaction, professeur Mokala? Vous avez raison, je crois que ça doit être ça, parce que je trouvais que c'était totalement différent de ce qu'il avait publié avant. Ce qu'il avait publié avant, bon, c'est sur le plan thématique, c'est la critique sociale. Vous voyez, c'était surtout la critique sociale, problème de maîtresse, problème de ceci, cela. Mais avec le Pleurer Rire, il y a une réflexion sur l'écriture qui est poussée, qui est assez forte. Il y a cette réflexion-là et cette volonté de rompre avec ce qu'il avait fait avant. Vous voyez? Donc, il emprunte une nouvelle direction dans les choix esthétiques, dans les choix thématiques. Dans le rapport à la langue. Dans le rapport à la langue, surtout le rapport à la langue. Ce qui fait que, finalement, pour répondre à cette autre question que vous avez posée, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, c'est le succès. J'en ai discuté avec Lopez. Le succès du Pleurer Rire n'est pas venu de France, c'est venu des États-Unis. Et il a suffi que, oui, mais c'est souvent comme ça. En France, on laisse passer. Quand les États-Unis adoptent, la France réagit. Bon, on a des cas, il y a beaucoup de cas comme ça. Mais c'est quand les États-Unis ont réagi. La critique américaine a commencé à écrire des textes sur le Pleurer Rire. D'accord. Qu'en France, on s'est réveillé. On a dit: ah bon, d'accord, on a adopté, on a commencé à écrire sur le Pleurer Rire. Mais c'est venu des États-Unis, vous voyez. Hein? Lopez n'est pas le seul. Vous savez, les Soleils des Indépendants, c'était pareil. Hein. En France, aucun éditeur ne voulait publier les Soleils des Indépendances. Il a suffi que l'Amérique, c'est-à-dire le Québec, publie les Soleils des Indépendances pour que
quelques mois après ou 2 ans après, les éditions du Seuil acceptent de publier le même livre. Ils rachètent les droits. C'est un phénomène intéressant dans le domaine de la création littéraire, de l'institution littéraire de manière générale. De l'édition. Donc, de l'édition. Donc, le pleurer-rire, c'est un peu cela. Et depuis lors, bon, on va des traductions en traductions, on va des thèses en thèses, on va des commentaires en commentaires. Bon, tout le monde jure par le pleurer-rire. Donc, c'est un peu cela. Donc, le succès est venu de là. Et la France a adopté. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de l'imaginaire d'Henri Lopez? Son rapport avec l'écriture, vous l'avez mentionné, aujourd'hui son univers. Vous avez mentionné, en parlant de Tribalique, qu'il était dans la critique sociale et avec le pleurer-rire, il rentre dans une autre dimension. Et après, il y aura d'autres productions que nous avons déjà si bien mentionnées ici. En même temps, on continue à penser que le pleurer-rire a toujours occulté le succès des autres productions, parce qu'il est toujours devant. Quoi bien même que Henri Lopez a eu beaucoup d'autres distinctions, beaucoup d'autres prix, mais on sait que le pleurer-rire est toujours resté. Et aujourd'hui, de cette douzaine d'ouvrages que j'ai mentionnés, qu'est-ce que nous pouvons substantiellement retenir? Parce que vous savez, ce qui fonde une œuvre, ce qui est dit, ce n'est pas le propos, c'est la manière. Or, avec le pleurer-rire, il y a là une autre manière de dire les choses. Voilà, de dire les choses. Et depuis lors, Lopez écrit comme il a écrit avant le pleurer-rire, en okay. changeant de thème, en orientant un peu différemment. Mais ce qui est fondamental ici, c'est le pleurer-rire. Donc la matrice véritable de l'œuvre de Lopez, l'œuvre littéraire, c'est le pleurer-rire. Tout ce qui vient après, c'est des variations d'une même écriture, avec des idées peut-être différentes, mais c'est la même manière d'écrire, avec un peu plus d'audace ou un peu moins d'audace, mais en tout cas, le pleurer-rire, c'est vraiment le point de départ d'une nouvelle écriture de Lopez. Il faut mentionner qu'Henri Lopez est lauréat en 1972 du Grand Prix littéraire d'Afrique noire de l'Association des écrivains français, donc il faut dire, et également, nous allons ajouter à cela pour son livre Tribalique, en 1993, Grand Prix de la francophonie de l'Académie française. Et en 1993, toujours, il devient docteur honoris causa de l'Université de Paris 12 et 2002 de l'Université Laval au Québec. Alors, tout à l'heure, le professeur André Passion-Bokiba a bien voulu insister, n'est-ce pas, sur le dire ou l'évocation d'Henri Lopez, homme de lettres, homme de culture. En faisant bien ce distinguo, André Passion, professeur André Passion-Bokiba. Homme de lettres, homme de culture, homme de lettres, c'est la dimension, c'est celle de la création. Une autre dimension, c'est cette disponibilité qu'il gardait par rapport aux œuvres des autres. Lopez a écrit un certain nombre de préfaces concernant les œuvres d'autres écrivains congolais. Et à un moment donné, ça commençait, comme il est à cheval sur la question de la liberté de création, avec beaucoup de pudeur, il a dit quelque part, je crains d'être considéré, je cite de mémoire, comme le pape de la littérature de mon pays. Vous comprenez? Alors donc, l'homme de lettres, c'est également celui-là, celui qui lit les autres, celui qui apprécie les autres, mais avec beaucoup de générosité. Parce qu'une critique de Lopez, un avis de Lopez, ça vous permet d'aller un tout petit peu plus loin. Donc, il a, par ses préfaces, aidé un certain nombre d'écrivains congolais dans l'acte de recommandation de leur création. Bon, je parlerai également de l'homme de culture, évidemment. Bon, il a été à l'UNESCO, c'est vrai, mais également, c'est peut-être sa formation. Il est d'une formation qui me paraît une formation vieille France, une formation classique, une formation d'historien. Et à ce propos,
je ferai référence à quelque chose. Pour revenir un peu à la question que vous avez posée tout à l'heure, l'imaginaire, j'ai le sentiment qu'il y a une certaine quête qui se trouve au centre de certaines créations, de certaines fictions de l'œuvre Lopez. Il cherche quelque chose. Il y a une espèce de malaise qu'il essaye de cerner. Et dans ce malaise-là, il y a un des livres, c'est Le chercheur d'Afrique, il fait faire une pérégrination à ces personnages qui vont explorer un certain nombre de lieux, cherchant certainement quelque chose. Mais quoi? C'est peut-être là également qu'il faudra revenir dans la lecture de ces œuvres, mais disons que l'homme de lettres et l'homme de culture, c'est celui qui a été formé à l'école française la plus classique. C'est-à-dire, j'ai bien le sentiment que quelque part, il a dû faire un peu de latin, un peu de grec, et cela, quand on fait du latin, de grec, mais rien que le titre tribalique, vous regardez dans un dictionnaire, vous ne trouverez pas le mot tribalique, ça n'existe pas. En revanche, eh bien, vous trouverez dans un titre comme les Philippiques, vous voyez, il y a tribalisme existe, mais tout cela rentre dans le cadre de la formation de Lopez. Tribalique n'existe pas dans le dictionnaire, vous comprenez? Mais les philippiques existent. Ce suffixe-là, ic, relève de la culture classique qu'il a dû recevoir. Mais pour être un écrivain de sa dimension, c'est un homme qui était un grand lecteur. Il suffit de lire ses livres pour considérer qu'à l'instar de Sylvain Bemba, à l'instar d'autres écrivains congolais, c'était quelqu'un d'immensément cultivé. Et il était devenu d'ailleurs sur la place de Paris quelqu'un qui appartenait au monde de la création. Quand on avait besoin d'un avis d'un Africain sur la place de Paris, eh bien, c'est à Lopez qu'on faisait recours. J'ai à la maison un livre consacré à l'identité de la littérature européenne. Eh bien, là-dedans, eh bien, c'est à Lopez qu'on a eu recours pour une contribution sur le regard qu'il pouvait porter sur la littérature européenne. Donc Lopez est devenu finalement, sur la scène française, sur la scène parisienne, une icône qui était incontournable d'une certaine manière. Vous voyez, il avait un réseau de relations qui lui permettait bien de mériter ce statut d'icône-là. Voilà. C'était cela, l'homme de culture. Merci beaucoup, professeur André Passio Moukiba. Tout à l'heure, vous avez voulu mentionner, de parler de métissage également, le métissage qui était au centre de la création également d'Henri Lopez, puisque vous avez bien su dire qu'il était le porte-étendard finalement de ce métissage depuis un moment. Et on sait bien que Henri Lopez parlait également de trois identités qu'il mentionne, l'identité originelle, l'identité internationale et l'identité personnelle. Quel partage pouvez-vous faire aujourd'hui sur ces identités, sur le métissage naturellement, qui est au centre aussi de cette écriture, de cette production littéraire d'Henri Lopez? Non, les questions de métissage, ce sont là les questions qui lui tenaient à cœur, mais ça c'est relativement récent. C'est après Le Pleurer rire qu'il a commencé à parler des questions de métissage avec force, avec insistance. Mais avant cela, il en parlait, mais pas de la même manière. Bon, en fait, quand le professeur Moukiba dit que Lopez était à la recherche de quelque chose, je dirais tout simplement ce qui est au fond de son œuvre, c'est cette quête de soi, cette quête de soi-même, quête de soi, quête d'identité. C'est ça qui fonde son œuvre. Sa thématique, c'est cette quête-là. Donc c'est un écrivain de la quête. Il se cherche, il continue à se chercher, et à se poser des questions sur lui-même. Sur lui-même. Sur lui-même.
qui je suis, enfin lui, il se pose des questions, et chaque roman, chaque livre, à partir du Pleurer rire, les romans qui vont suivre, chaque livre est une des réponses possibles à cette question fondamentale. Donc tout tourne autour de cette question fondamentale. De l'identité. De l'identité. Mais cette quête de soi, qu'est-ce qui motive cette quête de soi chez Henri Lopez? Est-ce que c'est le fait d'être né métis ou simplement parce que c'est une question, il faut dire, humainement possible? C'est une question humainement possible. Mais qu'est-ce qui a suscité cette question humainement possible? Tout simplement, et ça il le dit. Il le dit, c'est parce qu'il est né métis. Vous savez, pendant la période coloniale, ou même beaucoup plus tard, maintenant c'est un problème qui ne se pose peut-être plus, il était difficile de situer un métis. Vous voyez, c'était très difficile parce que la société coloniale, les Blancs, les considéraient comme les Noirs, et les Noirs les considéraient comme les Blancs. Donc, c'était des gens qui étaient mal assis. Et lui, il se saisit de cette situation-là pour montrer finalement que quelles que soient les difficultés qu'on puisse rencontrer parce qu'on est métis, mais un métis reste malgré tout un être humain. Il peut appartenir à une communauté, il peut choisir sa communauté et appartenir à cette communauté-là et se réaliser pleinement. Et dans ses œuvres, ces personnages, c'est un peu cela. Ils se cherchent, ils se trouvent et ils se réalisent. Vous prenez n'importe quel personnage de Lopez, métis, c'est des gens qui finissent par se réaliser. Au départ avec difficulté, ils finissent par se réaliser, comme Lopez lui-même, qui a fini par se réaliser. Il a eu peut-être quelques difficultés au départ, mais en fin de parcours, c'est un homme accompli. Dans son métissage, dans son statut de métis, il est reconnu, c'est un être accompli et qui ne demande rien à personne. À l'époque des études en France, les cafés étaient les annexes de ma chambre de bonne. Je recevais mon courrier. J'ai récemment renoué avec cette habitude. Je passe des heures à la terrasse d'un bistrot, à lire, à prendre des notes, à retravailler un texte, à contempler la noria des passants sur le trottoir, à dévisager les consommateurs, à rêvasser. Le quartier latin a perdu son latin. Fast foods, magasins de fringues, salles de cinéma X ont remplacé mes anciens repères. Capoulade, le Maheu, le Dupont latin où, avec la complicité des serveurs, je m'installais des journées entières, un fond de tasse de café refroidi sur la table. Désormais, je fréquente Saint-Germain-des-Prés. Le Café de la Flore est un lieu de rencontre et de rendez-vous. Aux touristes étrangers en quête de visages célèbres se mêle une faune interlope dont certains individus, par leur coiffure et leur mise, jouent les artistes bohèmes du temps des photos en noir et blanc. Au début, les regards des habitués m'intimidaient. Chaque fois que j'ouvrais la porte de la verrière côté boulevard Saint-Germain, j'avais l'impression d'être interpellé par ces oisifs avachis aux airs de propriétaires des lieux ou de membres d'un club auquel il fallait décliner le mot de passe, exhiber un visa, un sauf-conduit, un permis de séjour. Aujourd'hui, je les ignore. Je tourne à gauche, je grimpe à la sauvette, les marches de l'escalier au mur tapissé d'affiches. À l'étage, l'atmosphère est plus hospitalière. Certains consommateurs y disposent de leur table, à l'instar de ces dignitaires locaux qui possèdent dans les églises de campagne des places attirées que les familles se transmettent de génération en génération. Je m'arrête là, je viens de lire là l'incipit de Le Méridional, un roman paru aux éditions Continent Noir chez Gallimard. Donc nous l'avons bien mentionné tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous suscite comme réaction ces quelques phrases qui composent l'incipit de cet ouvrage? Et c'est sur ces notes que nous allons nous dire au revoir, cher professeur. Vous voyez, lui-même décrit sa propre évolution.
Avant, il était crispé, il était angoissé, et peu à peu, il s'habitue et il devient lui, et il prend possession de tous ses moyens et il s'affirme comme un être humain. Nous avons parlé de quête tout à l'heure, mais c'est la quête, c'est une quête orphique, c'est-à-dire la quête, la recherche de sa personnalité, c'est une espèce de revisitation des lieux où il a vécu, des lieux qu'il connaît bien. Mais dans d'autres romans, bien dans le même roman, vous trouverez des références à Nantes. Et le Méridional fait allusion à l'île de Noirmoutier, qui est une île que je connais personnellement assez bien pour y avoir séjourné 1 ou 2 semaines dans les années, quand je préparais ma licence avec des collègues, avec des condisciples français. C'est la revisitation également des lieux, de ces espaces-là. C'est ça aussi le sens de la quête. Il fait passer ses personnages là où il a vécu. Il fait passer ses personnages à Nantes. Quand il parle de lycée Clémenceau, je connais bien le lycée. Quand il parle de lycée Clémenceau, Guisteau, je connais bien puisque j'ai fait moi-même mes études à Nantes. En fait, il y a un côté autobiographique puisqu'il s'agit d'une quête orphique. Il repasse par où il fait passer ses personnages, par où il est passé lui-même, et en essayant de retrouver, comme dans un bilan, de retrouver ce qu'il est réellement, sa propre identité. Il fait la sommation de son identité. Et ça a été finalement ça aussi, Lopez. Merci beaucoup. Oui, professeur Antonio Momondjo Lecas. Je voudrais revenir sur la question de l'identité. En 1965, un texte est pris par le gouvernement de Massamba Deba demandant aux gens qui étaient métis de fournir des explications sur leur origine réelle et leur affiliation avec le monde congolais. On a fait la même chose pour Dacosta et on était en train de penser que les gens qui n'étaient pas 100% congolais mais qui étaient métis étaient probablement des traîtres à l'ordre donc de l'impérialisme français. Et lui, il s'est retrouvé très attaqué. Il m'a même avoué avoir eu sa carte d'identité nationale congolaise qu'à l'avènement au pouvoir de Ngouabi en 1968. Donc, il y avait une bagarre contre les métis dans le système de Massamba Deba. Et Lopez était dans le collimateur des gens qui cherchaient des puristes. Autre chose, quand vous parlez de sa personnalité, il a beaucoup souffert de cette situation que l'on peut d'ailleurs lire dans les romans. Et il y traduit son enracinement en évoquant les origines. On trouve le mot d'Ossio, qui serait le village d'origine de sa grand-mère, même ascendance que l'ancien ministre Osebi Douniam. On parle du roman de Ngala. On parle à un moment donné d'un petit métis qui est abandonné par son progéniteur. Mais il y a un blanc qui arrive au village et les petits-enfants le poussent. Mais va voir ton père, parce qu'il n'est pas intégré au milieu des autres enfants. Va voir ton père qui nous donne des bonbons.
Donc c'est une chose qu'il a énormément vécue dans son... Bon, dans son cheminement, en fait, oui. Les gens disaient qu'il était leader de Gamboma à un moment donné. Et il a dû, surtout au moment où il évoluait dans la politique, s'appuyer aussi sur cet espace-là pour asseoir aussi ses assises, dire qu'il a quand même une base. Bon, Lopez a eu quelque chose d'extraordinaire. Il est allé au Festival des Arts Nègres à Dakar et a fait un discours, mais extraordinaire, terrible, sur la négritude de Senghor. Mais après, Lopez ne parlera plus de la négritude comme étant une grande fraternité avec le monde des Blancs, en pensant à Senghor. Il n'a plus jamais opté pour parler de la négritude. Il était devenu plus tolérant, disons plus libre comme écrivain. Et les textes qu'il a écrits, vous parlez de chercheurs d'Afrique, il cherche quoi? D'ailleurs, il y a un étudiant qui est à la recherche d'un autre. Et cet étudiant à la recherche d'un autre, quand vous cherchez les noms sont Bangangoulou. Donc il cherche un des siens. Il cherche à s'accrocher à quelque chose de solide. Lopez, sur ce plan-là, a été un homme extraordinaire. Un homme de grande culture ouvert, n'a pas fait dans le tribalisme débridé, soulevant un drapeau pour rassembler les gens, ça c'était pas son problème. Pour la bonne raison qu'il savait que ce genre de procédé avait souvent un côté destructeur de la société et destructeur du tissu social. Il n'a jamais pratiqué ça. Merci beaucoup, professeur Atoni Momondio Leka. C'est sur cette note, nous mettons fin à cet entretien, à cet hommage que nous rendons bellement à Henri Lopez. J'ai du mal à imaginer qu'un jour, mon cœur s'arrêtera de battre. Ce n'est pas de moi, c'est de Jean-Baptiste Loutard. Dans ses conversations avec Alain Brézot et Gérard Clavereux. Et je reprends cela, n'est-ce pas, pour dire qu'aujourd'hui, le cœur d'Henri Lopez s'est arrêté de battre. Mais l'homme de lettres continue de vivre. Merci beaucoup, professeur André Passion Bokiba. Merci beaucoup, professeur Moukala Kadimazouji. Merci beaucoup, professeur Atondi Momondio Lekas, pour avoir répondu à cette invitation où nous rendons hommage à Henri Lopez. Henri Lopez n'est plus, mais Henri Lopez est encore avec nous. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, merci pour votre attention à Télécongo. Merci pour votre attention, n'est-ce pas, au programme Télécongo. Et nous prenons date pour très bientôt. Merci pour la suite des programmes sur Télécongo.